You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Vous écoutez Radio Télé Tchangou International, la radio de la culture de l'excellence. Ok, on bien. Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous nous suivez en ce moment ici sur www.teletchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence. Vous êtes également peut-être branché sur Radio Télé Tchangou International. Nous sommes en test et donc vous pouvez nous suivre en direct aussi à la radio et dans le cadre de notre émission Actualité expliquée. Eh bien, aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'à Kinshasa, les députés viennent d'adopter la loi sur les découpages territoriaux. La République démocratique du Congo passe donc de 11 provinces, Kinshasa y compris, à 26 provinces. Kinshasa, donc la ville-province de Kinshasa comprise, bien entendu. Et donc, quelles sont les conséquences de ces découpages? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Nous allons essayer un peu d'en parler avec Monsieur Alexis Bemba Bondo. Il est donc journaliste, hein, beaucoup d'entre nous en tout cas le connaissent. Il a évolué notamment à la RTNC et il est maintenant doctorant en sciences politiques ici en Belgique. Monsieur Alexis Bemba, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous avez suivi comme nous le Parlement congolais, que dis-je, l'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur le découpage territorial faisant passer le pays à 26 provinces. Alors comment vous avez accueilli cette nouvelle? Disons que de manière générale, il faut dire que bon, c'était prévu par la Constitution, sauf que dans la précipitation, ils avaient voulu que le passage soit élu en fait 3 ans après, c'est-à-dire à partir de 2009. Vu l'impossibilité du passage de 11 à 26 provinces 3 ans plus tard, la Constitution avait été revue en 2011, au mois de janvier, pour finalement relancer la problématique du passage de 11 à 26 provinces. Et finalement, je disais ça hier également, que le Parlement a voté la loi organisant ce découpage territorial. Le Congo donc va se retrouver à 26 provinces contre 22 à 1964 qu'avait prévu la Constitution de Lulebourg. Bon, si je dois donner mon point de vue, je pars d'abord d'un constat. En fait, il faut reconnaître que le Congo, de manière générale, est sous-administré. Si on parle de l'administration, on suppose en fait que on cherche à rapprocher l'administration de l'administré. Et si c'est celle-là l'objectif en fait qui a milité ou qui a conduit à ce qu'on puisse nécessairement le faire maintenant en début 2015, je pense que personnellement on aurait pu repousser ça même pour plus tard, voire pour 20 ans. Pourquoi? Parce que je pars du fait que le pays au jour d'aujourd'hui ou depuis quelques années a beaucoup de défis à relever. Donc il est difficile au jour d'aujourd'hui de faire passer le territoire national de 11 à 26 provinces parce qu'on crée, c'est ce que moi je pense, on a créé en fait, on ajoute encore à la superstructure qui est déjà très lourde d'autres responsabilités, d'autres charges qui devra supporter pratiquement le budget national, avec le danger que finalement, tout ce qu'on peut avoir comme moyen financier puisse servir essentiellement à la paix de ceux qui vont se retrouver dans cette superstructure. Imaginez-vous que on va se retrouver avec, si on reste dans la structure actuelle, on va se retrouver avec 26 gouvernements, on va se retrouver avec 26 assemblées provinciales, et si vous prenez le gouvernement 26 et que, selon ce qui se passe actuellement, chaque province a pratiquement 10 ministres, on aura 260 ministres. Les assemblées provinciales, c'est proportionnel à la population. On tiendra compte sans doute de la population que va compter chaque province. On peut estimer que minimum, on peut avoir 30 à 50 députés par assemblée. Et s'il faut ajouter les collaborateurs et des ministres
et des députés et de membres du gouvernement, vous vous rendez compte ce que ça va donner comme enveloppe financière, comme enveloppe destinée à la paix de ces gens-là. Je me pose personnellement la question de savoir quand est-ce que l'État aura le temps de s'occuper effectivement de vrais problèmes, des défis de développement auxquels fait face le pays. Ça, c'est vraiment la première interrogation que je me suis posée en voyant, en lisant en fait cette décision ou cette loi qui a été votée au Parlement et qui attend d'être promulguée. Ensuite, si le but c'est de rapprocher l'administration administrée, je pense personnellement que ces rapprochements auront pu se faire à la base, c'est-à-dire au niveau local, au niveau des collectivités, au niveau territorial. L'avantage, j'estime que l'avantage à ce niveau-là, c'est que finalement, on n'aura pas vraiment à engager beaucoup plus d'argent que pour l'institution de nouvelles provinces. Découper une collectivité ne poserait pas assez de problèmes et financièrement, il coûterait moins cher. Mais au moins, aurait l'avantage de permettre à ce que la population soit plus proche de son administration locale. Je pense sincèrement que c'est à ce niveau-là qu'aurait pu se faire la décentralisation. Et donc, si on vous comprend, par exemple, lorsqu'on met ça en parallèle avec la création récemment de l'Office national d'identification de la population, qui doit s'occuper du recensement, alors que cette institution demande au moins 500 millions pour organiser le recensement. Si on se met dans cette perspective, il est tout à fait normal ou avantageux pour la République que ce soit par exemple des entités décentralisées comme les collectivités qui soient dotées des moyens pour réaliser par exemple le travail du recensement. Logiquement, si on voulait effectivement effectuer ces recensements, on aurait pu commencer les recensements en 2012, c'est-à-dire dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, juste après l'élection présidentielle, on aurait pu commencer en ce moment-là à penser au recensement en se disant qu'en 2016, on ira aux élections, ou en 2015, il y aura des élections provinciales, locales, comme on est en train de le dire, et donc ça nécessite à ce que on puisse éviter les critiques faites lors des précédentes élections relatives au recensement qui n'auraient jamais été fait. On aurait pu déjà y penser. Et pour moi, la seule façon de le faire, effectivement, comme vous le dites, c'est de passer par ces institutions locales. Mais cela suppose que ces institutions locales auraient pu être réhabilitées, dotées de matériel nécessaire et former ces personnels pour que finalement ça puisse se faire. Parce que je pense, connaissant un peu les collectivités chez nous, si on arrivait à demander à la collectivité qui pouvait avoir des équipements, par exemple de PC, de téléphones, de lisez, que sais-je encore, je pense que la collectivité peut facilement faire le recensement en 4, 5, 6 mois maximum. On m'a dit que l'ONIP relève du ministère de l'Intérieur. Je me pose la question de savoir si le budget de 500 millions que l'ONIP a présenté avait été discuté déjà au niveau de l'ONIP lui-même et au niveau avec le ministère des tutelles. Et je constate que les 500 millions apparemment dépassent même le budget des élections. Il faut se poser maintenant la question de savoir pourquoi multiplier des structures alors qu'il y en a déjà sur place qu'on aurait pu réhabiliter pour permettre à ce que ce genre de travail, de ce genre d'activité puisse avoir lieu. Je pense qu'avec une administration locale suffisamment bien organisée, si on avait commencé cette préparation, comme je le disais, en 2012, le recensement de la population peut se faire en 6 mois. Déjà, au niveau national, le budget actuel est consommé à 60% dans le fonctionnement des institutions. On se pose donc la question, la part qui est réservée aux investissements et, disons, à résoudre le problème des gens. Donc, vous dites qu'avec le nouveau découpage, finalement, c'est tout l'argent presque qui sera englouti dans le fonctionnement des institutions. Si vous dites que 60% des recettes ou du budget national actuellement
n'est utilisé que pour le fonctionnement des institutions, alors qu'il n'y a que 11 provinces, donc 11 gouvernements provinciaux et plus le gouvernement national. Il y a 11 assemblées provinciales, plus 2 assemblées au niveau national, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Ben, imaginez ce que ça ferait si on passait à 26 assemblées. Si on passait à 26 gouvernements, ça ferait quoi? Donc en fait, ça signifie que le budget sera à 90% ou à 90% dépensé dans le fonctionnement des institutions. Point barre. Donc il sera difficile, il sera honnêtement difficile que l'État fasse, en fait, que l'État puisse tenter de résoudre le problème élémentaire que peut poser le peuple, que peuvent poser les différentes provinces dans leur fonctionnement. Et puis, lorsqu'on dit que 60% de ces montants du budget plutôt va essentiellement à la gestion des institutions, il faut préciser que ce sont les institutions nationales et provinciales essentiellement. Il n'y a pratiquement pas grand-chose au niveau des districts, il n'y a absolument rien au niveau des territoires, et je sais de quoi je parle parce que j'y étais en 2013, j'ai été dans certains territoires en province, où l'administrateur du territoire vous dit qu'il attend $500 par mois du gouvernement central. Et si au niveau du territoire on attend $500, ça signifie qu'au niveau de la collectivité, c'est peut-être moins. Donc vous comprenez que le 60% auquel vous êtes en train de faire allusion ne concerne essentiellement que les institutions nationales et provinciales. Je me pose la question de savoir si on arrivera à développer le pays avec une telle méthode, quoi. Et je constate aussi, c'est vraiment ça un constat personnel, parfois ça me surprend de voir que chez nous, en République démocratique du Congo, on veut développer le pays par le toit. En fait, c'est comme si vous voulez vous construire une maison, et vous pensez que votre maison, pour qu'elle puisse tenir, n'a besoin que de la toiture. Alors que la logique élémentaire veut que la construction d'une maison commence par une fondation. Ensuite, des murs. La fondation, dans les cas administratifs au Congo, peut être considérée comme, par exemple, la collectivité, c'est la fondation. Mais ça peut s'expliquer déjà quand on tient des réunions dans des tentes, donc voilà, c'est la logique de la tente alors dans ce cas-là. Voilà, donc la fondation, c'est la collectivité qui n'existe pas. Le mur, ce sont les territoires et le district qui ne constituent pas une priorité. Et finalement, la charpente, c'est pratiquement, au niveau de l'Inton, c'est déjà la province. Voilà la priorité du gouvernement, ainsi que les institutions nationales dans la toiture. Je me pose la question de savoir si une telle maison peut résister à une tempête. Mais en suivant un député, il dit que les provinces seront bien gérées avec ce découpage. On constate directement qu'apparemment les députés plutôt confondent découpage et décentralisation, parce qu'on se dit, mais même si on multiplie les provinces par 1000, mais si c'est toujours Kinshasa qui décide, ça ne changera absolument à rien. Vous n'êtes pas de cet avis? Il faut se poser une question simple, c'est de savoir si, en fait, quel est le but, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif lorsqu'on décide un découpage au niveau provincial. Qu'est-ce qu'on recherche? Si le but, comme je le disais au début, c'est de rapprocher l'administration de l'administré, je ne pense pas que ça se fera au niveau provincial. Parce que il y a des gens dans des territoires, dans les collectivités, qui n'ont jamais été au niveau des chefs de leur propre province. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est quoi? C'est que l'administration fonctionne. Et l'administration doit fonctionner d'abord au niveau local, au niveau de la collectivité. Ça, c'est vraiment la proximité immédiate, si vous autorisez la tautologie. Donc c'est vraiment la proximité. C'est à côté. C'est là où on peut aller chercher les documents administratifs. C'est là où on peut poser tous les problèmes liés à la vie de tous les jours. Ce n'est pas au niveau provincial, c'est au niveau local d'abord. C'est à ce niveau-là que l'organisation doit commencer par se tenir. Donc, à votre avis, si le découpage était utile, c'était au niveau des territoires et des collectivités que cela aurait pu avoir lieu? Moi, je pense sincèrement, c'est un point de vue qui peut être discuté, qui peut être critiqué, c'est tout à fait normal. Mais je pense que le découpage aurait pu d'abord concerner les niveaux locaux, au niveau de la collectivité, ensuite au niveau de la province,
Au niveau des districts, au niveau de la province, ça peut venir en dernier lieu. L'idéal, en fait, de passer de 11 à 28 provinces n'est pas en soi. L'idée n'est pas mauvaise. Mais est-ce une priorité aujourd'hui? Est-ce vraiment une nécessité opportune au jour d'aujourd'hui que l'on puisse avoir 26 provinces? C'est pour quel résultat? Ce sont ces questions qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on doit aujourd'hui avoir 26 provinces? Si l'idée n'est pas mauvaise, mais est-ce que c'est vraiment urgent? Mais oui. Que pensez-vous de ceux qui pensent que ce découpage, c'est un pas de plus vers la balkanisation du pays? Écoutez, la vérité c'est quoi? Ne nous voilons pas la face. Nous sommes Congolais, nous avons vécu, nombreux ont vécu dans ces pays, ils ont grandi, ont étudié, travaillé. Nous connaissons la mentalité des gens. Nous savons que nous n'avons pas encore réussi à avoir un nationalisme fort, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Il y a toujours des velléités qui surviennent, qui sont à la base souvent de problèmes, par exemple à l'Est ou ailleurs. Il y a même des conflits internes entre tribus, parfois au sein même de la tribu. Il y a des conflits. Les cas par exemple, que je disais, un problème que le président de l'Assemblée est appelé à trancher sur le chef-lieu de la province de Sankourou. Il y a le Zin, c'est une province qui a 80%, 90% est composée de seuls tétés-là. Mais on constate qu'il y a au sein des tétés-là, ceux qui se disent être des tétés-là de la savane et d'autres tétés-là de la forêt. Et donc, je ne sais pas si Loja et le Sambo se trouvent en savane ou en forêt, et ça pose déjà problème. Donc, on risque de multiplier ce genre de problèmes. Je disais encore hier, M. Kandolo, je crois, je ne connais pas, mais qui disait que dans la province de Lomami, qui aura pour chef-lieu Kabinda, englobe une partie des frères Luba, qui pensent, eux, qu'ils ne peuvent pas accepter de se retrouver, d'être retranchés d'autres Luba. Et il faut nécessairement qu'ils puissent se retrouver dans la province du Kasaï. Voilà, donc il y aura toujours autant de problèmes qui risquent plus de préoccuper l'autorité centrale au lieu de penser à résoudre les vrais problèmes de l'État. Au-delà de tout ça, au-delà de tous ces problèmes qui peuvent survenir, il y en aura. Ça, en tout cas, on doit dans les Katanga, de toute façon, Kyungwa ne cesse d'agiter les gens pour dire qu'ils ne peuvent pas accepter ces découpages territoriaux. Donc, c'est pour dire qu'il y aura suffisamment de problèmes. Mais l'autre problème qu'il faut aussi prendre en considération, c'est les problèmes matériels, les problèmes des infrastructures. Ces 25 provinces-ci, à supposer que le chef d'État arrive à promulguer cette loi et qu'en février ou je ne sais pas, mois de juin, on programme l'installation de ces provinces. Mais il y a de ces provinces qui n'ont pas d'infrastructure. Et pas une seule. Il y en a plusieurs. Qu'on nous dise un peu comment ces provinces-là vont fonctionner. C'est pourquoi je pense qu'on aurait pu commencer par là où ça aurait fait moins mal. C'est-à-dire au niveau local, au niveau territorial. C'est facile de scinder, par exemple, un territoire qui a 8 collectivités en 2 territoires ou en 3, que de scinder une entité provinciale. Quitte à ce que l'idée de province puisse intervenir à long terme. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue, comme je disais, qui peut être contesté, c'est tout à fait normal, qui peut être discuté, qui peut être rejeté, mais moi aussi je pense que le peuple congolais a plus besoin d'administration au niveau local d'abord, et cela a l'avantage de minimiser les coûts. Voilà. Mais est-ce que d'autres pensent également que le découpage, s'il est accéléré, c'est pour répondre peut-être à d'autres impératifs politiques? Il faut à tout prix diminuer les pouvoirs de certains gouverneurs. Là, on pense par exemple à Moïse Katumbi. Eh bien, si la province du Katanga est divisée en 4 provinces, comme c'est le cas pour le moment, eh bien, Moïse Katumbi ne sera plus gouverneur du Katanga. Oui, mais lorsqu'on est en train lorsqu'on se met à gérer un pays, un État sur base individuelle, en cherchant à sanctionner des individus, on risque de tout fausser. C'est vraiment un danger. On ne doit pas faire de la politique partant de cherchant à satisfaire ou à punir des individus. C'est un problème global qu'on veut résoudre.
on a pensé sans doute qu'il y a un problème d'administration. Mais moi, je me dis, s'il y a un problème d'administration, en tout cas, ce n'est pas au niveau des provinces que ça se pose. C'est au niveau local. Si je reviens là-dessus, qu'on vienne me prouve que le problème de la gestion d'une province se pose au niveau de son chef-lieu ou au niveau provincial dans son ensemble. On va se rendre compte qu'en fait, le réel problème auquel fait face la population, c'est au niveau de l'administration, c'est au niveau local. Donc, si c'est celle-là la raison qui a justifié ou qui justifie cette précipitation de passage à 11 à 26 provinces, je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, bon, Moïse Katumbi, c'est un être humain. Lui, il n'a pas vocation à vivre éternellement. Mais le Congo, nous tous, nous passerons un jour. Mais le pays subsistera et continuera toujours à exister. Il faudrait doter le pays de structures fortes, des institutions fortes, pour qu'il puisse bien fonctionner. C'est pour cette raison, personnellement, je pense que le rapprochement de l'administration, de l'administré, aurait pu commencer là où il y a une nécessité, là où ça coûterait moins cher au niveau local et au niveau territorial avant tout. Voilà, monsieur Alexis Bemba Brondo, je vous remercie. Ok, merci beaucoup Fabien.